Les caméras de surveillance du marché couvert de Luxor ont enregistré une femme souriante entrant dans une ruelle aux côtés d'un homme qu'elle croyait aimer, et elles n'ont jamais enregistré sa sortie. Nadège Villemin avait 41 ans, un appartement à Besançon, une vie rangée qu'elle trouvait trop étroite et un billet d'avion pour l'Égypte qu'elle croyait avoir gagné par hasard. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le hasard n'avait rien à voir là, dedans. Que chaque étape de ce voyage, le concours, le guide, les 2 jours de bonheur authentiques au bord du Nil avaient été calculés, scénarisés, mis en scène par un homme qu'elle ne verrait jamais en face, depuis un bureau au Caire, avec la précision froide d'un ingénieur. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire d'amour qui tourne mal, c'est l'histoire d'un piège parfait et de la femme ordinaire qu'on avait choisie pour tomber dedans. Je m'appelle Nadège. Et pendant longtemps, je n'ai pas su comment raconter ce qui m'est arrivé parce que pour raconter un piège, il faut d'abord accepter qu'on y est tombé. Il faut regarder en arrière et voir tous les moments où l'on aurait pu s'arrêter, poser une question, ressentir quelque chose d'étrange et admettre qu'on ne l'a pas fait. Pas parce qu'on était stupide, parce que le piège était bien plus intelligent que ce qu'on imaginait possible. Je suis né à Besançon, dans une famille modeste et tranquille. Mon père travaillait dans l'imprimerie, ma mère Jacqueline avait consacré sa vie à élever mes 2 frères et moi dans un appartement du quartier Planoise, avec très peu d'argent mais beaucoup de chaleur. Nous ne partions pas en vacances à l'étranger. L'étranger pour nous c'était quelque chose qu'on regardait à la télévision, des paysages impossibles, des lumières trop belles, des vies qui semblaient appartenir à d'autres catégories de gens. J'avais grandi avec cette idée ancrée profondément que le monde lointain n'était pas pour moi, que les voyages étaient un luxe que les autres pouvaient se permettre, pas les filles de Planoise qui devenaient assistantes administratives dans des compagnies d'assurance et passaient leur lundi à pointer des tableaux dans des espaces de travail collectifs mal chauffés. Je n'en voulais à personne de cette vie. Elle était honnête, elle était stable, et il y avait des matins où, en traversant le vieux Besançon sur mon vélo, avec la Loue qui brillait sous les ponts et les façades en pierre dorées par le soleil, je trouvais ma ville véritablement belle. Mais il y avait d'autres matins, et ils étaient plus nombreux, où je regardais mon appartement de 2 pièces, mes plantes sur le bord de la fenêtre, mon chat qui dormait sur le radiateur, et je ressentais quelque chose de difficile à nommer. Pas de la tristesse. Quelque chose de plus calme et de plus durable que la tristesse. Une forme d'étroitesse. Comme si ma vie avait des murs que je ne pouvais pas bouger. Cette sensation, je l'avais appris à gérer, à l'incorporer dans ma routine sans la laisser déborder. Le lundi matin, je prenais mon vélo, je saluais les mêmes commerçants dans la même rue, j'achetais le même café dans la même boulangerie, en face du bureau. Le mardi soir, je faisais mes courses au marché couvert de la ville, non pas parce que c'était indispensable, mais parce que le bruit et la présence des gens dans un espace partagé me faisaient du bien d'une façon que je n'aurais pas su expliquer, clairement. Le vendredi, Farida et moi mangions ensemble à la cantine du bureau ou dehors quand le temps le permettait. Et ces déjeuners avaient une consistance que beaucoup d'autres choses dans ma vie n'avaient pas. Ma relation avec Farida peut être la chose la plus vivante de ma quotidienneté. Elle était directe, sans être brutale, drôle, sans chercher à l'être, et elle me voyait d'une façon que peu de gens avaient pris le temps de développer. Elle savait quand je n'allais pas vraiment bien derrière un sourire convenable. Elle savait quand j'avais besoin qu'on me parle d'autre chose que de ce qui m'occupait. Elle savait que je lisais des romans sentimentaux en cachette, pas par honte exactement, mais parce que j'avais l'impression que les avouer, c'était avouer quelque chose sur mes attentes envers ma propre vie que je préférais garder dans un registre privé. J'avais eu 2 relations sérieuses. La première avec un homme de 10 ans, mon aîné, qui m'avait appris à aimer le cinéma d'auteur et à détester les dimanches après-midi. La seconde avec un collègue qui était gentil, prévenant, et avec lequel je n'avais jamais réussi à ressentir ce frisson que les romans décrivaient avec une précision qui me semblait à la fois absurde et désespérément enviable. Les 2 relations s'étaient terminées sans violence, sans larmes particulières, avec cette sensation résignée que certains couples n'ont pas d'avenir non pas parce qu'ils se détestent, mais parce qu'ils se trouvent simplement pas nécessaires l'un à l'autre. À 41 ans, j'étais donc seul. Pas malheureuse, je tiens à cette nuance, parce qu'elle est vraie. Mais seul d'une façon qui certains soirs pesait un peu plus lourd que d'habitude. Il y avait une chose que je ne disais à personne, même pas à Farida, même pas tout à fait à moi-même. J'avais commencé à croire que la grande histoire d'amour ne m'arriverait pas. Pas parce que j'en étais indigne, mais parce que les hasards nécessaires à ce genre de rencontre semblaient avoir une façon de se distribuer autrement autour de moi. Les collègues se mariaient, les amis postaient des photos d'anniversaire célébrés en famille dans des maisons qui ressemblaient à des projets communs. Et moi, je rentrais dans mon appartement, je nourrissais le chat, et je m'asseyais sur le canapé avec mon téléphone comme si la réponse à quelque chose que je ne formulais pas encore clairement pouvait arriver par là. C'est dans cet état d'esprit ordinaire, jamais dramatique, simplement un peu étroit, que j'ai commencé à participer au concours numérique.
C'est Farida qui m'y avait initié lors d'une soirée chez elle où nous regardions les pages de voyage sur nos téléphones respectifs en commentant les destinations que nous ne visiterions probablement jamais. Elle avait partagé la page d'un concours pour un séjour à Marrakech, avait rempli le formulaire en 30 secondes en riant et m'avait dit « ça coûte rien et ça oblige à rêver 2 minutes ». J'avais aimé cette formulation. Ça oblige à rêver 2 minutes. Comme un exercice quotidien de permission, s'autoriser à imaginer que la vie peut être différente de ce qu'elle est, sans s'y attacher, sans en faire une obsession. Une fenêtre entrouverte sur quelque chose de plus grand que l'on referme ensuite sans amertume. J'avais commencé à suivre plusieurs pages de ce type. Des pages dédiées aux voyages, aux cultures lointaines, aux aventures hors des sentiers habituels. Je passais mes soirées à regarder des photos de déserts ocre, de temples couverts de mousse, de marchés où les couleurs débordaient comme de la peinture fraîche. Chaque participation à un concours était une minuscule rébellion contre l'étroitesse que je ressentais, une façon de dire, au monde, ou à moi-même, que je n'avais pas renoncé à l'idée que quelque chose d'imprévu pouvait encore arriver. Ma vie sociale, à cette période, s'était progressivement déplacée vers les espaces numériques. Pas par choix délibéré par glissement. Après le travail, je rentrais, je préparais à dîner, et puis je m'installais sur le canapé avec mon téléphone. Je suivais des pages de voyages, des centaines de pages avec des photos de désert, de temples, de marchés colorés, de couchers de soleil sur des mers que je n'avais jamais vues. Je participais à des concours. C'était devenu une sorte de rituel du soir. Remplir des formulaires, partager des publications, laisser des commentaires. Je savais que les chances de gagner quoi que ce soit étaient infimes. Mais l'acte lui-même avait quelque chose d'agréable. Un jeu sans enjeu. Une porte entrouverte sur un monde plus grand. C'est Farida qui m'avait initié à ces concours. Farida Ben Moussa, ma collègue depuis 6 ans, mon amie dans le sens le plus concret du terme, celle qui savait exactement quel café je prenais le matin, qui me textait quand elle voyait quelque chose qui me ferait rire, qui avait rempli avec moi le formulaire d'une page intitulée « Voyage du monde authentique » un soir de janvier, en plaisantant sur le fait que nous partirions ensemble si l'une de nous gagnait. La page avait tout pour paraître sérieuse. 47 000 abonnés. Des publications régulières avec des photos professionnelles, le Cambodge, le Maroc, la Jordanie, la Tanzanie, des commentaires enthousiastes de gens qui semblaient avoir effectué ces voyages et en étaient revenus ravis. Un graphisme soigné, un ton qui mêlait expertise touristique et promesse d'authenticité. Rien ne ressemblait à une arnaque. Rien n'activait la moindre alarme. Ce que j'ignorais ce soir-là en remplissant le formulaire, c'est que la page Voyage du monde authentique n'avait jamais envoyé personne en voyage. Que ces 47 000 abonnés avaient été achetés par lot sur des marchés numériques spécialisés, que ces photos venaient d'agences de photographie libres de droit, que ces commentaires enthousiastes émanaient de faux comptes gérés depuis le Caire par une équipe dont c'était le travail quotidien, que chaque détail de cette façade avait été conçu avec soin pour ressembler exactement à ce qu'une vraie page de voyage devrait ressembler et pour ne déclencher chez personne le moindre signal d'alarme. Bassem Khalaf avait 3 ans d'expérience dans la construction de cette infrastructure, 3 ans à observer ce qui faisait paraître une page crédible, ce qui retenait les abonnés, ce qui donnait envie de participer. Il avait étudié de vraies pages de voyage avec la méthode d'un professionnel de la communication cherchant à comprendre les mécaniques de confiance numérique. Il avait compris que la crédibilité ne tenait pas à un seul élément spectaculaire, mais à l'accumulation patiente de détails ordinaires, une fréquence de publication régulière, des fautes d'orthographe rarissimes, des réponses aux commentaires rapides et chaleureuses, un équilibre entre contenu inspirant et information pratique. Il avait aussi compris quelque chose de plus subtil, que les femmes qui participaient à ce type de concours n'étaient pas des femmes imprudentes. Elles étaient des femmes ordinaires, dans des moments ordinaires, dont la vigilance n'était pas activée parce qu'elles ne se percevaient pas comme dans une situation à risque. Elles jouaient à un jeu anodin. Et c'est précisément cette anodinité qu'il avait utilisé comme premier verrou du piège. Le message est arrivé un mardi soir de mars, au moment où je finissais de dîner. Une notification sur ma messagerie privée depuis la page Voyage du monde authentique. Je me souviens encore de la lumière jaune de ma cuisine, du chat qui se frottait contre ma cheville, du bruit de la pluie sur la fenêtre. Je me souviens d'avoir relu le message 3 fois avant de le croire.
Madame Vuillemin, nous avons le plaisir de vous informer que votre participation a été sélectionnée parmi les gagnantes de notre tirage mensuel. Votre prix, un séjour de 10 jours en Égypte, incluant Luxor, Aswan et une croisière sur le Nil. Un guide francophone attitré vous sera assigné pour la durée intégrale du séjour. Veuillez nous contacter pour organiser les détails de votre voyage. J'ai appelé Farida immédiatement. Elle a ri, elle a crié, elle a dit que c'était incroyable, que ça n'arrivait jamais à personne de réel, que j'avais une chance de pendule, et puis elle a dit, plus doucement, « Tu vas y aller ? Hein ? Dis-moi que tu vas y aller ?» Ma première réaction, en raccrochant, avait été plus mélangée que je ne l'aurais attendu. Il y avait de la joie évidente, immédiate. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude que j'avais eu du mal à définir dans l'instant. Non pas une inquiétude précise portant sur un détail identifiable, mais la résistance viscérale de quelqu'un qui n'a pas l'habitude que les bonnes surprises lui arrivent et qui ne sait pas tout à fait comment les recevoir. J'avais passé la soirée à vérifier, j'avais relu le message une dizaine de fois. J'avais parcouru la page Voyage du monde authentique, dans ses moindres recoins, les anciens concours, les témoignages d'anciens gagnants que la page avait publiés, les détails de contact, les mentions légales. Tout semblait en ordre, tout semblait réel. La résistance s'était progressivement dissoute sous le poids des preuves que j'accumulais moi-même. C'est l'une des choses que j'ai comprises plus tard. Bassem comptait sur ce réflexe de vérification. Il savait que les gens méfiants allaient chercher des preuves, et il avait construit sa façade précisément pour satisfaire cette recherche. Chaque vérification que j'effectuais renforçait ma confiance, plutôt que de l'entamer. Les semaines qui ont suivi ont été une accumulation de détails qui rendait tout plus concret, plus réel, plus impossible à remettre en question. La page m'a envoyé des bons de voyage au format officiel, un planning détaillé jour par jour, le nom et la photo d'un guide local attitré qui me contacterait 2 semaines avant le départ pour préparer le séjour ensemble. Tout était présenté avec un soin qui désarmait le scepticisme. Chaque question que je posais recevait une réponse rapide, précise, rassurante. Et puis il y a eu Tarek. Tarek Mansour m'a envoyé un premier message exactement 14 jours avant mon départ, comme annoncé. Il se présentait comme guide touristique à Luxor depuis 8 ans, bilingue français-arabe, spécialisé dans les visites de la vallée des rois et des temples de Karnak. Sa photo de profil le montrait jeune, souriant, debout devant les colonnes d'un temple baigné de lumière dorée. Il écrivait en français sans accent visible, avec une fluidité qui donnait l'impression d'une intelligence souple et cultivée. Son premier message était court et professionnel. Il m'expliquait le programme prévu, me demandait mes préférences, plutôt les musées ou les sites en plein air, plutôt la marche ou les balades en felouk, végétarienne ou pas de contraintes alimentaires. Des questions pratiques, ordinaires, prévenantes, mais dès le lendemain, le ton avait légèrement changé. Pas de façon alarmante, de façon agréable. Il avait glissé une phrase sur le coucher de soleil qu'il avait observé la veille depuis la rive ouest du Nil en disant qu'il pensait déjà à me le faire découvrir. Il avait demandé si j'aimais la musique parce qu'il connaissait un musicien qui jouait du oud dans une ruelle du souk et dont la musique, selon lui, était capable de faire oublier l'heure. Ces petites touches, ce passage subtil du professionnel au personnel construisaient quelque chose sans que je le nomme clairement. J'ai compris plus tard, grâce au travail que j'ai fait avec un spécialiste des dynamiques de manipulation, que cette technique avait un nom. Elle s'appelle la progression par paliers imperceptibles. Chaque message franchissait une frontière légèrement plus intime que le précédent, mais d'une façon si mesurée que le franchissement lui-même ne se ressentait pas. On ne remarque pas qu'on a traversé une ligne quand la ligne elle-même a été déplacée si progressivement qu'elle semble avoir toujours été là où elle est maintenant. Tarek me demandait des choses sur ma vie avec une curiosité qui ne semblait jamais intrusive parce qu'elle était toujours enveloppée d'une douceur qui ressemblait à de la considération. Il voulait savoir ce qui m'avait donné envie de participer à ce concours. Pourquoi l'Égypte plutôt qu'un autre pays ? Si j'avais des personnes proches qui rapportaient quelque chose de particulier, ces questions, en apparence anodines, lui fournissaient à Bassem, qui lisait toute une cartographie précise de ma vie émotionnelle, mes attentes, mes attachements, les personnes qui pourraient m'inquiéter ou me retenir. Je répondais longuement, je lui parlais de Besançon, de mon travail, des livres que j'aimais. Il me parlait de sa famille, à Luxor, de son père qui avait été guide avant lui, du rapport qu'il entretenait avec ces temples qu'il voyait depuis l'enfance et qui, me disait-il, ne cessait jamais d'être mystérieux même quand on les connaît par cœur. Farida, un soir où nous dînions ensemble, a regardé mon téléphone par-dessus mon épaule pendant que je répondais à Tarek et a levé un sourcil. « Tu sais que tu souris en écrivant ça, n'est-ce pas ?» Je savais. Je m'en inquiétais pas. L'Égypte était dans 10 jours, puis dans 5, puis dans 2. Je m'étais acheté une valise neuve, du répulsif anti-moustique,
2 robes légères et un chapeau à large bord. J'avais dit à mes collègues que j'avais gagné un voyage. J'avais dit à ma mère la même chose, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui offre une bonne nouvelle, sans en livrer tous les détails. Je ne lui avais pas dit que j'avais échangé des centaines de messages avec le guide. Je ne lui avais pas dit que j'attendais ces messages le soir avec quelque chose qui ressemblait de plus en plus à de l'impatience. La veille du départ, j'avais bouclé ma valise avec un soin que je n'apportais pas d'habitude à ce genre de préparation. J'avais plié chaque vêtement avec attention, vérifié 2 fois ma liste, glissé dans une pochette latérale, les petits cadeaux que j'avais choisis pour apporter pour Farida, un livre sur l'architecture pharaonique dont je savais qu'elle apprécierait les illustrations, pour ma mère un foulard dont j'imaginais déjà la couleur dans le souk. Ces cadeaux que j'avais pas encore achetés mais dont j'avais déjà la représentation précise était, je le comprends maintenant, une façon de me projeter dans un voyage qui se terminerait bien, de me raconter à moi-même une histoire dont je connaissais la fin heureuse. L'avion a décollé de Lyon un mercredi matin à 6h40. Je me souviens d'avoir regardé par le hublot le moment où les lumières de la ville ont disparu sous les nuages, avec le sentiment net et étrange d'une rupture, comme si je franchissais une ligne invisible entre la femme que j'étais et quelqu'un que j'avais pas encore eu l'occasion d'être. Tarek était à l'arrivée, comme promis. Je l'ai reconnu immédiatement, et il était exactement comme sur sa photo, être même plus présent, plus réel, avec ce sourire qui ne ressemblait pas à un sourire de service, mais à quelque chose de plus spontané. Il tenait un petit panneau avec mon prénom écrit en arabe et en français, et quand nos regards se sont croisés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Pas seulement de la joie, une forme de reconnaissance, comme si j'arrivais dans un lieu que je n'avais jamais visité, mais dont j'avais déjà la carte dans la tête. « Bienvenue en Égypte, Nadège », a-t-il dit. Et c'était la première fois que j'entendais mon prénom dans sa voix, une voix que j'avais imaginée pendant 15 jours à travers des messages écrits, et qui était exactement telle que je l'avais imaginée. La voiture qui nous attendait dehors était propre, climatisée, conduite par un homme silencieux que Tarek a présenté comme Mahmoud, son cousin. Le trajet jusqu'à la maison d'hôte a duré 40 minutes à travers une ville que je découvrais par la fenêtre avec une avidité que je n'avais jamais éprouvée pour aucun paysage. Les palmiers. La lumière, une lumière épaisse, presque solide, que j'avais jamais vue en France, les minarets au loin, les marchés qui débordaient sur les trottoirs, l'odeur de la poussière et des épices qui entraient par la vitre entr'ouverte. La maison d'hôte était petite mais soignée, avec une terrasse donnant sur un jardin intérieur planté de bougainvilliers. Une femme âgée m'a accueilli avec du thé à la menthe et des douceurs que je n'ai pas su nommer mais dont j'ai mangé 3 morceaux. Tarek m'a laissé le temps d'installer, me promettant de revenir me chercher à 10 à 9h pour le dîner. Ce premier soir, nous avons mangé sur une terrasse dominant le Nil. Le fleuve était noir et lisse. Les lumières des felouks dansaient dessus comme des éclats de métal, et quelque part dans les palmiers de l'autre rive, on entendait une musique indistincte qui ressemblait à ce que Tarek m'avait décrit dans ses messages. J'ai pensé à Farida, j'ai sorti mon téléphone et pris une photo pour elle, le Nil, le ciel, les lumières avec pour seule légende. Tu ne dois pas y croire. Elle m'a répondu dans la seconde. Je t'envie tellement. Profite pour nous deux. Le dîner avait duré presque 3 heures. Non pas parce que nous mangions lentement, mais parce que la conversation ne semblait pas vouloir se terminer. Tarek me parlait de Luxor avec une tendresse qui n'était pas celle d'un guide récitant ses connaissances, mais celle de quelqu'un qui aime profondément un lieu et cherche à transmettre cet amour plutôt qu'une information. Il me parlait des habitants, de leurs habitudes, des odeurs qui changent selon les saisons, de la façon dont le Nil lui-même semble différent le matin et le soir, comme s'il avait 2 natures distinctes que le soleil révélait alternativement. À un moment, il m'avait demandé si Besançon me manquait déjà. J'avais réfléchi sérieusement à la question avant de répondre. Non, lui avais-je dit, pas encore. Peut être jamais. Il avait souri à cette réponse d'une façon qui indiquait que il comprenait exactement ce que je voulais dire. Cette nuit-là, dans ma chambre au mur blanchi à la chaux avec une fenêtre donnant sur les bougainvilliers, j'avais mis longtemps à trouver le sommeil. Non pas d'anxiété, mais d'un trop-plein de sensations, les odeurs, les lumières, les sons nouveaux de la ville dans la nuit chaude, et cette présence de Tarek qui continuait d'occuper mes pensées avec une intensité que je ne cherchais pas à analyser. Le lendemain, nous sommes allés à Karnak à l'aube, avant les quarts de touristes. Tarek connaissait les gardiens, les passages moins fréquentés, les angles depuis lesquels les colonnes hypostyles semblaient surgir du sol comme une forêt de pierres. Il me parlait des pharaons, avec une précision qui n'avait rien de récité. On sentait que ces histoires lui appartenaient, qu'elles faisaient partie de son propre récit. À un moment, devant une inscription hiéroglyphique, il a posé sa main à plat sur la pierre et dit, sans me regarder, « Parfois je pense que ces gens étaient moins loin de nous qu'on ne le croit. » Ils voulaient les mêmes choses. Laisser une trace. Être aimé. Je n'ai rien répondu. Mais je me suis souvenu de cette phrase. Je m'en souviens encore. Karnak à l'aube avait quelque chose d'intraduisible,
Les colonnes projetaient des ombres longues sur le sol de sable, et dans la lumière rasante du soleil encore bas, les hiéroglyphes taillés dans la pierre prenaient un relief que les photos ne pouvaient pas restituer. Il y avait un silence particulier dans ce lieu à cette heure, pas un silence d'absence, mais un silence de présence, comme si les pierres elles-mêmes retenaient quelque chose. Tarek parlait à voix basse, naturellement, comme si élever la voix aurait été une forme d'impolitesse envers ce qui dormait là depuis des millénaires. Nous avons passé 2 heures dans le complexe avant que les premiers groupes de touristes commencent à arriver. Tarek connaissait une sortie latérale qui nous permettait d'éviter le flot des guides drapeaux et des cars climatisés. Dans la rue poussiéreuse à l'extérieur du site, il y avait un vendeur de jus de canne à sucre, dont la machine antique grinçait avec entrain, et Tarek m'en avait commandé 2 verres, en échangeant quelques mots en arabe avec le vendeur qui avait éclaté de rire à quelque chose qu'il avait dit. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» avais-je demandé. « Je lui ai dit que tu venais de la France et que c'était ta première fois en Égypte. Il a dit que l'Égypte allait te changer, que les gens qui viennent ici ne repartent jamais tout à fait pareil. » J'avais bu mon jus de canne en regardant la rue s'animer progressivement sous le soleil qui montait, et j'avais pensé que le vendeur avait peu être raison, que quelque chose était déjà différent en moi depuis hier soir, quelque chose d'ouvert que je n'avais pas su ouvrir moi-même à Besançon, et qui ici s'était défait sans effort, comme un nœud sous l'eau tiède. L'après-midi, nous avons pris une felouque pour traverser vers la rive ouest. Le batelier chantait à mi-voix, le soleil était haut et blanc, et l'eau du Nil sous nos pieds était d'un marron paisible et immense. Tarek était assis en face de moi, il parlait de la vallée des rois, que nous visiterions le lendemain, mais parfois il s'arrêtait de parler et il regardait simplement le fleuve, et dans ces silences, il n'y avait rien d'inconfortable. Seulement la certitude étrange que nous étions tous les deux exactement là où nous étions censés être. Sur la rive ouest, nous avions marché jusqu'au colosse de même nom, ces 2 statues géantes, dressées en plein champ comme des sentinelles oubliées par un monde disparu. Tarek m'avait raconté qu'elles avaient été édifiées pour protéger l'entrée d'un temple aujourd'hui englouti par le temps, et que pendant des siècles, des voyageurs venaient de toute la Méditerranée antique pour les entendre chanter au lever du soleil, un phénomène acoustique causé par l'évaporation de la rosée dans les fissures de la pierre. Le chant des dieux, disait-il, la voix du roi, immortel. Je m'étais arrêté devant l'une des statues, le cou levé vers ce visage usé par les millénaires, et j'avais eu la sensation vertigineuse d'être une créature minuscule dans le fil d'une durée qui me dépassait infiniment. C'était pas une sensation désagréable. C'était au contraire une forme étrange de soulagement, comme si ma propre smallness me libérait provisoirement du poids de ma propre histoire. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, j'avais envoyé un message à ma mère. Tout va bien, c'est magnifique, le guide est adorable, je lui avais promis des photos, je lui avais dit que je l'appellerais le lendemain soir. Je l'avais pas appelé le lendemain soir. Le 3e jour avait commencé comme les 2 premiers. Réveil tôt, petit déjeuner dans le jardin de la maison d'hôte avec ses confitures maison et son pain chaud, Tarek qui sonnait à 9 heures précises avec son sourire habituel. Au programme, le sous-couvert de Loussor le matin, un déjeuner dans un restaurant que Tarek affectionnait particulièrement, puis la préparation pour la croisière sur le Nil qui débutait le lendemain. Je m'étais réveillé ce matin-là avec une légèreté que j'avais pas éprouvée depuis longtemps. Peut être depuis l'enfance cette façon de se lever en sachant que la journée allait être bonne sans avoir besoin de le vérifier. J'avais pris une douche en laissant l'eau couler longtemps. J'avais mis ma robe bleue, celle que j'avais achetée à Besançon, en me demandant si elle était trop légère, trop estivale, trop quelque chose. Et en la regardant dans le petit miroir de la chambre, je m'étais trouvé belle d'une façon que je ne m'autorisais pas souvent. Pas belle au sens d'une performance destinée à un regard extérieur, belle au sens d'une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, comme si le voyage avait commencé à aligner quelque chose en moi. Le souk était un labyrinthe de lumière et d'ombre, de tissus empilés et d'épices dans des paniers d'osier, de vendeurs qui interpellaient les passants dans toutes les langues, de chats qui dormaient sur des caisses entre les étals de cuivre et de cuir. Tarek me guidait à travers les ruelles avec une familiarité naturelle, posant parfois la main sur mon épaule pour m'orienter, échangeant quelques mots en arabe avec les commerçants. J'achetais des choses sans vraiment regarder le prix des épices pour Farida, un foulard pour ma mère, de petits scarabées en faïence bleue parce que Tarek m'avait expliqué leur symbolique de protection et de renaissance. J'avais trouvé dans une boutique étroite tenue par un homme âgé aux yeux extraordinairement clairs, une petite figurine d'Isis aux ailes déployées, taillée dans une pierre verte dont je connaissais pas le nom. Le vieil homme avait regardé la figurine, puis moi, puis la figurine à nouveau, et avait dit quelque chose en arabe. Tarek avait traduit. Il dit que Isis est la déesse qui reconstitue ce qui a été dispersé. Il dit que c'est un cadeau approprié pour quelqu'un qui cherche à rassembler ce qu'il a perdu. J'avais acheté la figurine sans hésiter. Je ne savais pas encore à quel point cette phrase résonnerait plus tard. C'est au milieu du souk
que le téléphone de Tarek avait sonné. Il avait regardé l'écran et quelque chose dans son visage avait changé. Pas de façon dramatique, pas de façon que j'aurais remarqué si je n'avais pas passé 2 jours à apprendre la topographie de ses expressions. Une légère tension dans la mâchoire, un effacement du sourire, pas remplacé par une expression négative, mais par une absence d'expression, ce qui était pire. Il avait répondu en arabe, brièvement, dos à moi, puis s'était retourné. « Il faut que je te montre quelque chose », avait-il dit. « Un endroit hors du circuit habituel. Un atelier de tissage où il fabrique encore les tapis à l'ancienne. C'est à 2 ruelles d'ici, les touristes ne le connaissent pas. » Sa voix était légèrement différente, pas hostile, mais moins libre qu'avant, comme quelqu'un qui récite quelque chose qu'il a préparé. Quelque chose en moi avait frémi, un signal infime préverbal que je n'avais pas su transformer en question, parce que tout le reste, les 2 jours magnifiques, la confiance construite, conversation après conversation, la certitude que je le connaissais écrasait ce signal sous son poids. Je l'avais suivi. Les caméras de surveillance du marché couvert de Luxor ont filmé à 11h10 à 7 du matin une femme en robe bleue et chapeau de paille entrant dans une ruelle latérale en compagnie d'un homme en chemise blanche. La femme souriait légèrement. Elle portait un sac en tissu rempli de ses achats du matin. Elle ne semblait pas en danger. Elle ne l'était pas encore. 10 secondes plus tard, ils étaient hors champ. À 11h23, mon téléphone avait envoyé un dernier message à Farida. Un seul mot, Tarek. Puis la connexion avait été coupée. Farida a vu ce message à 11h30. Elle me connaissait assez pour savoir que ce mot seul, sans ponctuation, sans contexte, sans la suite qui aurait dû venir, n'était pas normal. Elle m'a rappelé immédiatement. Messagerie. Elle a essayé 6 fois en 1 heure. Messagerie à chaque fois. Elle a ensuite tenté de joindre la maison d'hôte, le numéro qu'elle avait noté dans un coin de son agenda, le jour où j'étais parti par précaution. Parce que Farida est quelqu'un qui note les numéros de précaution. La ligne sonnait sans réponse. À 13h, elle a appelé ma mère. Jacqueline, qui n'avait rien reçu de moi depuis la veille au soir, a senti immédiatement que quelque chose n'allait pas, cette certitude que les mères portent dans le corps, indépendamment de tout raisonnement. Elles ont décidé ensemble d'appeler la police de Besançon. Ce qui a suivi, je l'ai pas vécu en temps réel. Je le reconstitue aujourd'hui à partir de ce qu'on m'a raconté, des témoignages, des rapports d'enquête, comme si je regardais de l'extérieur le sauvetage de quelqu'un qui me ressemblait mais que je ne reconnaissais plus tout à fait. Le commandant Rémi Deschamps de la section internationale de la police judiciaire française avait été saisi du dossier 6 heures après la première alerte. Il avait 50 et 1 an, une vingtaine d'années d'expérience dans les disparitions suspectes à l'étranger, et il avait reconnu le profil de mon affaire, avec une rapidité que sa propre équipe avait trouvée troublante. Concours de voyage, guide attitré, femme seule, disparition au 3e jour. Il avait vu cette séquence. Pas exactement comme ça, mais suffisamment proche pour savoir ce qu'il regardait. La difficulté, dans les premières heures, avait été de déclencher une coopération égyptienne suffisamment rapide et sincère. L'inspecteur Karim Fachmi, de la Sûreté nationale de Luxor, avait reçu la demande d'assistance, avec une coopération initiale que Rémi qualifierait plus tard, avec une politesse professionnelle mesurée, de limiter. Le réseau dans lequel j'étais tombé avait des ramifications locales, soigneusement entretenues. Bassem avait investi depuis 3 ans dans des relations avec certains fonctionnaires locaux, pas nécessairement de façon corrompue dans tous les cas, mais de façon à créer suffisamment d'ambiguïté pour que les premières réponses institutionnelles soient lentes, hésitante, avare en initiative. Il avait fallu une intervention directe du Quai d'Orsay, une pression diplomatique qui n'était pas monnaie courante pour une disparition individuelle et qui n'avait été déclenchée que parce que Rémi avait su convaincre sa hiérarchie que cette affaire n'était pas une disparition volontaire pour que la machine se mette véritablement en mouvement. Farida avait transmis aux enquêteurs, dès la première heure, la totalité des captures d'écran des échanges entre Tarek et moi des semaines de messages que j'avais partagées avec elle au fil des jours, parfois pour lui montrer une photo qu'il m'avait envoyée, parfois pour avoir son avis sur une formulation qui m'avait touché. Ces messages sont devenus des pièces essentielles de l'enquête, non seulement parce qu'ils permettaient d'identifier Tarek avec précision, mais parce qu'ils documentaient la progression méthodique de la manipulation, fournissant aux enquêteurs une compréhension du mode opératoire qui allait bien au-delà de ce cas particulier. Les images de surveillance du souk avaient été analysées image par image dans les 10 heures suivant ma disparition. 2 techniciens égyptiens et un analyste français en liaison vidéo avaient épluché les séquences jusqu'à ce que mon visage apparaisse robe bleue, chapeau de paille, sac en tissu, puis celui de Tarek, puis la ruelle, puis le hors-champ. La ruelle menait, après une série de passages couverts et de cours intérieurs, à un entrepôt désaffecté en bordure du souk,
utilisé autrefois pour le stockage de textiles. Sur les plans cadastraux, il apparaissait comme un bâtiment vide depuis plusieurs années. Dans la réalité, il servait de point de transit pour le réseau de Bassem. Pendant ce temps, au Caire, Bassem Khalaf surveillait l'avancement de l'opération depuis son bureau. Il avait été informé de la disparition de Farida dans les heures qui avaient suivi. Ses complices à Luxor lui avaient transmis les mises à jour par téléphone crypté selon un protocole établi. Il avait activé immédiatement ce qu'on appellera dans les documents d'instruction le protocole post-disparition, mise en veille de la page Voyage du monde authentique, effacement de certaines données de contact, instructions données à la maison d'hôte dont la propriétaire était impliquée dans le réseau, ou du moins trop dépendante de lui pour refuser de coopérer, de déclarer que j'étais parti de moi-même sans incident. Tout était conçu pour gagner du temps. 48 heures, 72 au maximum. Suffisamment pour que la transaction soit complète, pour que les fonds soient transférés, pour que les acteurs se dispersent et que les traces se brouillent. Ce qu'il n'avait pas calculé avec suffisamment de précision, c'était Farida. Sa rapidité, sa méthode, sa façon de ne pas paniquer mais d'agir immédiatement et concrètement avec les informations qu'elle avait. Et il n'avait pas calculé, Rémi, sa capacité à reconnaître un schéma connu, à court-circuiter les lenteurs diplomatiques habituelles, à transformer une disparition en urgence internationale dans un délai qui n'était pas la norme. Tarek avait été arrêté 38 heures après ma disparition, caché dans la maison d'un cousin à la périphérie de Luxor. Il avait parlé immédiatement avec la désintégration d'un homme qui n'avait jamais vraiment cru pouvoir tenir face à une pression institutionnelle directe. Ces déclarations avaient permis de localiser l'entrepôt avec précision. Ce que j'ai vécu dans cet entrepôt, je n'en parlerai pas dans ses détails les plus intimes. Pas parce que c'est indicible, je l'ai dit, je dirai encore si cela aide d'autres femmes à comprendre ce qui peut arriver, mais parce que cette histoire n'est pas seulement celle de ce que j'ai subi, elle est celle de comment cela a été possible. J'étais séquestré. Le téléphone m'avait été pris immédiatement. J'étais gardé par 2 hommes que je n'avais jamais vus, qui ne me parlaient pas, qui répondaient à des instructions venues de l'extérieur. Par intermittence, quelque chose m'était administré, je ne saurais jamais exactement quoi, qui rendait le temps non linéaire, fragmenté, impossible à mesurer. Ce que le réseau de Bassem faisait dans ces situations, c'était attendre que la famille soit contactée, que la panique s'installe, que la disposition à payer devienne absolue. Un numéro anonyme avait commencé à envoyer des messages à ma mère, des demandes formulées en français, approximatifs mais sans ambiguïté possible. Ma mère, Jacqueline, n'avait pas cet argent. Pas au sens où on l'entend dans ces situations. Elle avait sa retraite, son appartement, ses économies de toute une vie laborieuse et modeste. Elle était prête à tout donner. Elle a dit à Rémi lors de son audition qu'elle aurait vendu sa vie pour la mienne sans hésiter une seconde. Cette phrase, je ne peux pas l'entendre sans que quelque chose en moi se referme comme une porte contre le vent. L'intervention a eu lieu à l'aube du 2e jour de ma captivité. Je me souviens de la lumière. C'est la première chose dont je me souviens clairement, une lumière grise et froide qui entrait soudainement après des heures d'obscurité. Des voix en arabe, puis en français. Madame Vumain, vous êtes en sécurité, nous sommes les secours. J'avais voulu répondre, et j'avais pas pu parce que j'en étais incapable physiquement, mais parce que le simple fait d'entendre mon prénom dans une voix qui ne me voulait pas de mal avait déclenché quelque chose que je n'avais plus les mots pour contenir. Je pleurais. Je m'en souvenais pas tout de suite. Que cela soit dit maintenant, pour ceux qui m'écoutent et qui peut être, ce soir, participe à un concours sur une page aux allures crédibles, ou échange des messages avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré en personne. Ce qui m'est arrivé n'était pas le fruit d'une naïveté exceptionnelle. C'était le fruit d'un système conçu précisément pour que des personnes ordinaires prudentes, intelligentes, méfiantes dans d'autres contextes ne voient rien. Bassem Khalaf n'était pas un escroc improvisant. Il avait opéré la page Voyage du monde authentique depuis 3 ans. Il avait construit une infrastructure numérique crédible avec la patience et la méthode d'un entrepreneur. Il n'avait pas ciblé des femmes désespérées ou démunies de discernement. Il avait ciblé des femmes ordinaires, dans des moments ordinaires devant leur téléphone un soir de semaine, jouant à un concours pour s'accorder un peu de rêve. Sa force n'était pas d'exploiter une faiblesse. Elle était de transformer quelque chose d'inoffensif, la participation à un jeu, l'espoir de gagner quelque chose d'inattendu en première étape d'un piège. Il avait piégé au moins 12 femmes avant moi. Les dossiers trouvés sur ces appareils contenaient des fiches détaillées sur chacune de ces victimes, des documents précis, méthodiques, qui ressemblaient à ce qu'une agence de communication pourrait constituer sur ses cibles, profil psychologique estimé, situation familiale, revenus approximatifs, points de vulnérabilité identifiés. Pour moi,
Femme seule, romantique, peu habituée aux voyages internationaux, réseau social limité et en dehors du travail, pas d'expérience des arnaques numériques. Quand Rémi m'a montré ce document, lors de mon audition, j'ai eu du mal à le regarder. Pas parce qu'il était faux, parce qu'il était exact. Bassem m'avait vu plus clairement que beaucoup de gens qui me connaissaient depuis des années, et il avait utilisé cette vision pour concevoir un dispositif sur mesure. Bassem Khalaf a été arrêté au Caire 4 jours après mon sauvetage, lors d'une opération conjointe impliquant les autorités françaises et la Sûreté nationale égyptienne. L'arrestation a eu lieu dans son bureau, un espace ordinaire, dans un immeuble ordinaire du quartier de Mahadi, avec des ordinateurs, des téléphones cryptés et des classeurs remplis de documents qu'une équipe d'enquêteurs a mis 3 semaines à analyser intégralement. Les coordonnées de 3 complices basés en Europe, en Belgique, en Italie et en France chargés du recrutement numérique, de la gestion des fausses pages et de l'identification des cibles. Les protocoles opérationnels du réseau rédigés comme des manuels de procédure d'entreprise et les dossiers de 12 victimes, dont 7 ne retrouveraient pas aussi rapidement que moi le chemin vers la liberté. Tarek avait 29 ans. Sa coopération immédiate avec les enquêteurs avait été prise en compte lors du jugement. 7 ans ferme pour complicité d'enlèvement et de séquestration. Bassem avait reçu 15 ans pour enlèvement, séquestration, extorsion aggravée et direction d'une organisation criminelle transnationale. Une procédure complémentaire avait été engagée en France pour les victimes françaises identifiées. La page Voyage du monde authentique avait été démantelée. La plateforme qui l'hébergeait avait été condamnée en France à une amende symbolique pour délai de réaction jugé inacceptable par le tribunal, une décision que beaucoup ont trouvée insuffisante au regard du préjudice, et qui avait alimenté un débat public sur la responsabilité des grandes plateformes numériques dans la détection et le blocage des contenus frauduleux. Je suis rentré en France dans un vol médicalisé 3 semaines après mon départ pour l'Égypte. Ma mère était à l'aéroport. Je me souviens de ses mains sur mon visage, des mains que je connais depuis toujours, des mains qui avaient tenu les miennes dans toutes les circonstances importantes de ma vie et de l'expression dans ses yeux, qui n'étaient pas seulement du soulagement, c'était quelque chose de plus compliqué. Quelque chose qui ressemble à ce qu'on éprouve quand on a compris que le pire était possible et qu'on ne pourra jamais tout à fait l'oublier. J'ai été hospitalisé 3 semaines. Les séquelles physiques étaient réelles mais pas irréversibles. C'était les autres séquelles, celles qui ne se voient pas sur une radio mais qui changent la façon dont on traverse le monde, qui exigeaient le plus de travail, le plus de temps, le plus de patience envers soi-même. Le suivi psychiatrique a duré longtemps. Il dure encore, d'une certaine façon pas au sens institutionnel, mais au sens où certains travaux intérieurs ne se terminent jamais tout à fait. Ce que j'ai appris sur moi-même pendant cette période n'est pas simple à résumer. Il y a une phase où je pouvais pas regarder mon téléphone sans que quelque chose en moi se raidisse. Une phase où l'idée même d'un message d'un inconnu me provoquait une réaction physique que je ne contrôlais pas. Une phase où j'analysais chaque interaction nouvelle avec une vigilance qui ressemblait parfois, dans ces mauvais jours, à de l'épuisement. Je ne suis pas cette femme-là aujourd'hui. Ou pas seulement cette femme-là. Ma mère est devenue, sans l'avoir choisi, le visage public de cette affaire. Son interview accordée à la presse régionale pendant ma séquestration que je n'ai regardée que beaucoup plus tard, dans ma chambre d'hôpital, sur un écran posé sur mon lit, est devenue une référence. Jacqueline assise dans son salon de Besançon, avec ses mains qui tremblaient légèrement sur ses genoux et une dignité tranquille qui m'a brisé le cœur. Elle disait simplement « Elle n'est pas partie pour chercher des ennuis. Elle est partie parce qu'elle avait envie de voir le monde. C'est pas un crime. » Cette phrase a été reprise dans les travaux parlementaires qui ont suivi l'affaire, dans les recommandations aux plateformes numériques, dans les guides de sensibilisation aux arnaques touristiques distribués dans les commissariats et les mairies. Ma mère, ancienne femme au foyer de Besançon, était devenue malgré elle la voix d'une mobilisation nationale. Elle portait ce rôle avec une gravité simple et totale, sans chercher la lumière, mais sans s'y soustraire non plus, parce qu'elle avait compris que sa voix, dans ce contexte, n'était pas sa voix seulement, elle était celle de toutes les mères qui attendaient des nouvelles de leurs filles depuis un pays lointain. La journaliste Sonia Larbi avait publié son enquête sur la page Voyage du monde authentique 2 mois après mon retour. Elle avait passé des semaines à reconstituer l'architecture de la fausse page, ses abonnés achetés, ses commentaires générés artificiellement, ses faux témoignages de voyage. Son article avait déclenché une prise de conscience nationale sur les faux concours numériques. Des milliers de personnes avaient témoigné avoir participé à des concours similaires. Des dizaines avaient décrit des contacts suspects qui n'avaient pas eu de suite. Sonia avait reçu un prix de la presse d'investigation pour cette enquête. Elle continuait de documenter les réseaux de prédation touristique ciblant les femmes européennes.
avec une régularité et une rigueur qui lui avaient valu, dans ce domaine très particulier, une autorité reconnue par les enquêteurs eux-mêmes. Farida portait quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à déposer complètement. C'est moi qui t'avais dit de remplir ce formulaire, m'avait-elle dit la première fois que nous nous étions retrouvés après mon retour. Je lui avais dit que c'était pas sa faute, et c'est vrai, entièrement vrai, sans nuance, mais je comprenais ce poids-là. La façon dont on peut se sentir responsable d'un enchaînement auquel on a participé de bonne foi. Son message, ce seul mot, Tarek était cité dans le jugement comme élément déclencheur de la procédure de sauvetage. Elle m'avait dit un jour, avec cette façon qu'elle avait d'aller droit au cœur des choses, un mot. J'aurais dû en recevoir 1000 avant. 5 victimes des 12 dossiers retrouvés sur les appareils de Bassem avaient été identifiées et contactées après son arrestation. 7 dossiers restaient ouverts au moment du jugement. 7 femmes dont on ne savait pas encore avec certitude si elles étaient libres, en sécurité, ou quelque part dans un réseau que l'on continuait de démanteler lentement. Je pense à elles souvent. Je ne les connais pas. Je ne connais très peu, être jamais leur nom. Mais je sais ce que leurs dossiers contiennent les mêmes colonnes que le mien, les mêmes annotations froides sur leur vie, leur fragilité, leurs espoirs cartographiés comme des failles à exploiter. Aujourd'hui, je vis toujours à Besançon. Je travaille différemment, pas dans la même compagnie d'assurance, pas dans le même espace, j'ai pris du temps, j'ai changé des choses. Je ne suis pas devenu quelqu'un d'entièrement différent, et je ne voulais pas l'être, parce que la femme que j'étais avant n'était pas une femme à blâmer, et la ramener à la vie, plutôt que l'effacer, m'a semblé être le seul acte de résistance qui valait quelque chose. Je voyage. Pas encore seul, pas encore. Mais avec Farida, nous avons pris un train pour Porto l'automne dernier. Nous avons mangé des pastilles de nata en regardant le Douro, et à un moment, Farida a posé sa tête sur mon épaule et n'a rien dit, et j'ai rien dit non plus, et c'était suffisant. J'ai témoigné dans plusieurs contextes des formations de police, une conférence universitaire sur les arnaques numériques, un programme de sensibilisation dans des lycées. Chaque fois, il y a dans la salle des visages qui écoutent d'une façon particulière, avec cette légère tension, de quelqu'un qui reconnaît quelque chose, qui pense à un message reçu, à un concours rempli, à un échange qui semblait innocent. Ces visages-là, je les cherche. Pas pour les effrayer, pour leur dire « Votre vigilance n'est pas de la paranoïa. Elle est de la lucidité. » La petite figurine d'Isis aux ailes déployées que j'avais achetée dans la boutique du vieil homme, aux yeux clairs, le 3e matin à Luxor, celle qu'on m'avait rendue parmi mes affaires après ma libération, légèrement ébréchée mais entière, et posée sur le bord de ma fenêtre à Besançon, entre les plantes et la lumière. La déesse qui reconstitue ce qui a été dispersé. Ce que Bassem m'a pris, c'est pas seulement des semaines de ma vie, ni la santé que j'ai mis du temps à retrouver, ni la confiance immédiate que j'avais dans les autres. Ce qui m'a pris de plus difficile à récupérer, c'est le rapport à l'enthousiasme. Cette capacité à se laisser emporter par quelque chose de nouveau, à remplir un formulaire le soir en souriant à l'idée que la vie pourrait réserver une surprise. Cette légèreté-là, je la reconstitue patiemment, comme on reconstruit quelque chose d'endommagé avec des matériaux qu'on récupère un à un. Elle revient, lentement, différemment. Elle sait maintenant qu'elle coexiste avec une attention que je n'avais pas appris à avoir. Et dans cet espace entre l'ouverture et la prudence, dans cette tension que je gère chaque jour, je pense que je suis d'une certaine façon plus entière que je l'étais avant. C'est pas la conclusion que j'aurais voulu tirer de cette histoire, mais c'est la vérité que j'ai. Et si un seul mot, pas Tarek, mais attends, vérifie, pose la question, arrive à temps à quelqu'un qui en avait besoin ce soir, alors cette histoire aura servi à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Il n'existe pas de profil de victime type, il existe des systèmes conçus pour que n'importe qui, dans le bon moment, devienne une cible possible. Ce n'est pas une consolation, mais c'est une information. Et les informations, parfois, sauvent des vies.